Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Healthy Talk numéro 2. On est ensemble pour une trentaine de minutes. Je suis Alban, la fondatrice de Health, et aujourd'hui je suis ravie de recevoir Tiffaine Picot pour parler formation digitale. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais très rapidement vous présenter Health. Donc Health, c'est une plateforme qui permet d'héberger et de référencer des formations en ligne dédiées au bien-être. Ça peut être par exemple en naturopathie, en hypnose, en développement personnel et aussi en développement professionnel. Pour ceux qui connaissent, Health, c'est le Udemy du bien-être, disons. C'est un projet entrepreneurial dans lequel je me suis lancée en avril 2023. Et aujourd'hui, le site compte déjà plus de 75 inscrits et une vingtaine de formations en ligne. Donc voilà, et c'est grâce aux échanges que j'ai toutes les semaines avec des formateurs, des coachs, des entrepreneurs à impact, que j'avais envie aussi de vous faire découvrir de nouvelles approches et donc de lancer le Healthy Talk, qui est un rendez-vous hebdo tous les jeudis à 12 heures, donc en live sur les réseaux. L'idée, c'est de recevoir un invité et de partir à la découverte des approches du bien-être. Donc voilà, aujourd'hui, le planning des intervenants, il est plein jusqu'à fin janvier. Chaque événement est créé le vendredi à 9 heures pour annoncer le live du jeudi suivant. Et c'est aussi un moment pour vous, donc pour souffler un instant, faire une pause en rejoignant cet espace bien-être. Je vois que vous commencez à nous rejoindre. Il y a Dimitri. Bonjour Dimitri. Et donc voilà, donc que vous soyez indépendant, entrepreneur, salarié, même manager, c'est vraiment une rencontre qui parlera à tous, puisqu'on va parler bien-être de soi et aussi bien-être au travail. Donc l'objectif de cet échange, c'est aussi de pouvoir vous inclure et de vous faire participer. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure de la discussion à poser vos questions dans le chat, poser vos questions à Tiffaine. Et voilà, et bien entendu, je serais également ravie de lire aussi vos retours, savoir si le format vous convient, s'il y a un intervenant, une thématique que vous voudriez qu'on aborde, et puis qu'on fasse évoluer ces lives ensemble, le format, pour qu'on soit de plus en plus nombreux chaque semaine. Donc voilà pour ça, je crois que vous commencez à arriver. Pauline, bonjour à tous, bonjour. Radouane, bonjour. Génial. Eh bien, écoute, pour commencer, Tiffaine, je te propose de te présenter. Commençons par ça. Bonjour à tous. Moi, c'est donc Tiffaine Picot. Je suis ingénieure pédagogique. Et quelle est ma place aujourd'hui dans Health? Parce que, en tant qu'ingénieure pédagogique, je ne vais pas vous parler forcément du bien-être, mais j'aime accompagner principalement les indépendants et les professionnels qui sont justement dans le bien-être, comme l'a défini Alban juste avant, voilà, que ce soit pro, perso, etc. Donc, j'accompagne toutes ces personnes à créer des formations digitales qui vont être uniques, leur ressembler, être en accord avec leurs valeurs. Voilà pour ma brève présentation. Bah, écoute, merci pour cette présentation. Et de mon côté, pour en dire un petit peu plus aussi sur toi, Tiffaine, tu partages globalement plusieurs fois par semaine des posts, des contenus sur les réseaux, sur LinkedIn et Instagram. Et donc, moi, je te suis, donc je vois que tu partages beaucoup de conseils pour des personnes qui soit souhaitent se lancer justement dans la création de formations en ligne, formation digitale, alors même pour des personnes qui souhaiteraient améliorer leurs offres. Tu partages aussi, tu testes des outils et tu vas partager des conseils à propos des tests que tu vas faire chez toi sur des outils qui aident à la création des formations en ligne. Et pour la petite histoire, la petite anecdote, donc nous, on s'est rencontrés grâce à LinkedIn. Tu es tombé sur les posts de Health, je crois que c'était au début de l'été. Et quand tu m'as contacté, tu m'as proposé de faire un café virtuel. Et où du coup, on a échangé et on a même enregistré ensemble un épisode de ton podcast qui est sorti le 17 août dernier et qui est disponible sur Spotify. J'en parlais ce matin sur LinkedIn. Mais voilà, en tout cas, tu as aussi été une des premières personnes à tester la plateforme quand c'est sorti, la plateforme Health, et à me faire des retours utilisateurs. Donc voilà, et aujourd'hui, on travaille ensemble. On a développé un partenariat et on en parlera un petit peu plus à la fin du live. Comme ça, on fait durer le suspense encore un petit peu. Mais peut-être que pour se lancer, en tout cas dans le vif du sujet, donc la formation digitale, et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous partager, que Tiffany vous partage des clés pour de la création jusqu'au lancement pour vous aider, vous accompagner. Peut-être que pour commencer, est-ce que tu as des conseils à partager
pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer justement dans la formation digitale? Par quoi est-ce qu'on commence? Par quoi est-ce qu'on commence? On commence par ne pas vouloir faire comme les autres. Il ne faut pas commencer en se disant je vais faire ma formation digitale et moi aussi je vais faire plein de vidéos et proposer des documents PDF à côté. Ça, en faisant ça, vous êtes sûr d'aller dans le mur. Et si en plus vous vous dites je vais utiliser les mêmes outils que mes collègues parce qu'ils ont l'air vachement bien, bon bah là vous êtes sûr de foncer complètement dans le mur. Prenez le temps, prenez le recul, prenez le temps d'analyser vos valeurs, quels sont les éléments importants pour vous en vous lançant dans la création de cette formation. Par exemple, si pour vous, il est primordial de garder un contact humain et il est impensable d'avoir une formation sans contact humain, pourquoi aller s'embêter à faire une formation où l'apprenant va être totalement en autonomie face à des vidéos? Ça ne va pas vous correspondre, ça ne va pas correspondre à vos valeurs, à qui vous êtes et à ce que vous voulez transmettre. Donc, ne le faites pas. Prenez vraiment le temps de, voilà, quelles sont vous déjà, vos valeurs, ce que vous voulez transmettre. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez transmettre aussi en termes de contenu? Qu'est-ce que vous voulez partager? Qui sont aussi vos apprenants? Prenez le temps d'analyser tout ça, de prendre en compte tous ces éléments pour ensuite commencer à réfléchir à la structure de votre formation et à ce que vous allez proposer dedans. Ok. Génial pour commencer. N'hésitez pas, hein, je le répète, à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure de l'échange. Mais je trouve ça déjà top ce que tu partages pour démarrer. Et j'en profite parce que c'est aussi les discussions que j'ai avec des formateurs. Il y a donc ce que tu étais en train de dire, tu vois, tout le démarrage de bien cibler qui vont être ses apprenants, sa cible, etc. Il y a aussi une question, moi, qui revient. C'est en fait quand on a beaucoup de connaissances et puis quand on a des années d'expérience aussi, en fait, on a plein de choses à partager et c'est pas toujours évident de savoir comment est-ce qu'on sélectionne, entre guillemets, les éléments importants qu'on a envie de partager pour avoir une formation impactante et qui va vraiment avoir un impact auprès des apprenants. Donc, comment est-ce que toi, tu conseilles aux personnes qui viennent te voir de sélectionner vraiment les éléments à inclure dans sa formation? Juste avant de répondre à cette question, je voulais rebondir sur ce que tu as évoqué donc, par rapport à l'analyse des apprenants. On ne va pas juste faire une analyse comme on peut le faire voilà, quand on veut proposer une nouvelle offre, on va faire une analyse souvent des douleurs, des besoins, des objectifs à atteindre, etc. Là, vous allez aussi faire une analyse de quels sont les prérequis de vos apprenants, avec quel bagage ils arrivent à votre formation. Quelles sont aussi peut-être leurs contraintes. Certains n'ont peut-être même pas d'ordinateur portable ou de connexion Internet à laquelle ils peuvent se connecter régulièrement. Certains vont regarder la formation plus sur téléphone. Voilà, tous ces petits éléments qui font que ça va vous aider à construire votre formation. Une personne qui, enfin, si par exemple vous savez que vos apprenants, votre audience n'a pas un accès à Internet régulier, vous allez faire en sorte que les personnes puissent consulter le contenu hors ligne. C'est plein de petits éléments comme ça qui vont vous permettre de faire ressortir des points clés pour la construction de votre formation. Et du coup, pour revenir sur la question que tu me posais, Alban, donc comment on sélectionne son contenu, c'est pareil, on prend le temps. On prend le temps et on est à l'écoute aussi du public. C'est-à-dire, on ne va pas juste se mettre dans un coin et écrire sur un papier voilà tout ce que j'ai envie de mettre dans ma formation. On va prendre le temps de voilà, déjà échanger avec les apprenants, donc ceux qui vont être les futurs apprenants, pour comprendre exactement de quoi ils ont besoin. On va aussi analyser la situation, de quoi ils ont besoin pour répondre à cet objectif et à la situation. Et ensuite, ce qui peut être intéressant, donc ça, chacun après a sa manière de sélectionner son contenu. Une méthode que j'aime bien proposer, c'est la méthode voilà, des mind maps, donc de mettre un peu tout son contenu en vrac d'abord. Voilà, on prend toutes les idées et tout ce qu'on a envie de mettre dans sa formation et on commence à mettre tout ça en vrac. Et ensuite, on va organiser progressivement. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant en faisant des mind maps digitales, ou pour ceux qui aiment un peu moins le digital, pourquoi pas utiliser des post-it, c'est de pouvoir bouger les éléments. Donc, comme ça, si on commence en les mettant en vrac, on va pouvoir les bouger. Ouais. Ensuite, on va pouvoir regarder comment est-ce qu'on peut organiser tout ça. Et ça va nous permettre d'avoir déjà une première idée de la structure. Mais toujours, quand
quand on a tous nos éléments en vrac, toujours se demander si tous ces éléments sont bien raccord avec ce dont nos apprenants ont besoin, qui est notre public et quels sont les objectifs qu'on veut atteindre. Ça, c'est vraiment 2 éléments clés à toujours prendre en compte, quel que soit le contenu qu'on a envie de proposer. Et là, tu disais, donc, à l'ancienne, on prend une feuille de papier, on écrit ou des post-it. Et tu disais Oui. peut-être qu'on peut utiliser aussi un outil, du coup, pour mettre en forme sur Internet, l'ordinateur, nos idées. Tu utilises quoi, toi, comme outil, justement, pour poser un petit peu en vrac toutes tes idées pour créer une formation? Alors, un outil que connaissent beaucoup d'indépendants, et je vois que Fabrice est dans le chat, donc ça va lui parler, je dirais Canva. Forcément, pour organiser toutes les idées, c'est très, très pratique. Après, il y a d'autres outils vraiment spécialisés sur les mind maps. Là, le premier qui me vient à l'esprit, ce serait Mindomo, par exemple. Mais il en existe beaucoup. Il suffit de taper sur Internet outils pour faire des mind maps. Il y en a énormément avec beaucoup de fonctionnalités gratuites qui permettent d'organiser ces idées. Donc, Ok. là-dessus, vous avez l'embarras du choix. Il y a déjà une question de Thomas qui demande à partir de quand est-ce que je peux appeler mon cours une formation? Merci Thomas pour ta question. Donc, quand est-ce qu'on peut appeler un cours une formation? La différence principale qu'on va faire entre le cours et la formation, c'est que pour la formation, on va avoir des objectifs à atteindre, mais surtout, on va vouloir évaluer l'atteinte de ces objectifs. Là où dans un cours, on va souvent juste s'assurer que les personnes ont saisi l'essentiel de ce qu'on avait envie de leur transmettre. Pour la formation, il y a toute une partie évaluation qui est très, très importante. Et évaluation, on ne parle pas juste de quiz QCM qu'on peut voir beaucoup. Ça rentre dans la catégorie évaluation, mais c'est des évaluations très, très légères. Quand on parle d'évaluation, c'est des exemples que j'aime. L'exemple que j'aime souvent prendre, c'est l'exemple d'une formation pour la création du chocolat. Si je veux m'assurer que mon apprenant sait faire son chocolat, je ne vais pas juste lui faire un questionnaire en lui demandant quelles sont pour toi les étapes pour faire un bon chocolat. Parce que ça me permettra de valider éventuellement qu'il a connaissance de ces étapes-là, mais pas forcément qu'il sait le faire. Pour vérifier qu'il sait le faire, il va falloir voir en situation réelle s'il sait le faire. Et là, on sera vraiment sur de l'évaluation, on pourra vraiment contrôler l'atteinte des objectifs pédagogiques. Et c'est une des principales différences qu'on a avec un cours. J'espère que ça répond à la question, j'espère que c'est clair et que je ne me suis pas trop éparpillée dans cette explication. Non, non, au contraire. Alors, dis-nous, Thomas, hein, dans le chat si c'est suffisamment clair pour toi. Mais moi, je rebondis du coup. On a commencé la discussion en parlant de mettre ses idées sur des post-it, du coup, pour se dire qu'est-ce qu'on va partager dans la formation. Et là, on est déjà effectivement dans l'étape du suivi de l'apprenant, de la progression de l'apprenant. Donc, tu parles d'évaluation. Quels sont les éléments à intégrer, tu vois, au sein de ta formation, justement, pour suivre le progrès de l'apprenant? Il y a beaucoup d'éléments qu'on va pouvoir intégrer. On va pouvoir intégrer des éléments avant la formation, pendant la formation, après la formation. Avant la formation, des fois, on aime bien proposer des petits questionnaires de post-formation pour vérifier le niveau initial de l'apprenant. Souvent, quand on propose ces questionnaires en début de formation, on aime bien de temps en temps proposer exactement le même à la fin pour voir justement la marge de progrès qu'il y a eu entre les deux. Et pendant la formation, qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer? Alors, il va y avoir je vais vous éviter les termes techniques du genre les différents types d'évaluation, etc. Parce que c'est pas le but. On a dit que ce midi, on était là pour justement ne pas avoir des choses trop lourdes. Donc, je vais vous éviter les termes trop techniques. Mais voilà, au niveau des évaluations, vous allez pouvoir proposer des évaluations qui vont permettre, comme on l'a évoqué juste avant, de vérifier l'atteinte des objectifs, mais vous allez aussi pouvoir proposer des évaluations plus de type activité. Donc, ça peut être des petites activités. Alors, si par exemple, vous proposez une communauté où vous avez plusieurs apprenants, ça peut être des activités entre les apprenants pour qu'ils échangent ensemble sur certains sujets, etc. Ça peut être des activités, pourquoi pas, de mise en situation. Ça peut être des activités d'analyse de situation, de cas donnés. Ça peut être des petits exercices de mise en pratique. On peut imaginer presque tout et n'importe quoi au final. À partir du moment où ça vous permet, à partir du moment où c'est en lien avec votre contenu, ce que vous proposez et les objectifs que vous voulez atteindre, allez-y.
proposer les activités que vous voulez tant que ça vous permet de vérifier tout ça. Et justement, le fait de ne pas forcément rester sur les activités classiques que l'on connaît, on a peut-être tous connu justement à l'école avec des petits exercices de mise en pratique, puis une évaluation sur papier, où des fois on n'a pas forcément le lien direct avec l'application et le concret. Ça peut être très bien aussi de montrer à vos apprenants concrètement comment ils peuvent utiliser leurs nouvelles connaissances ou compétences. Ça peut être très, très intéressant. Donc là-dessus, vous pouvez imaginer énormément de choses. Ça peut être, là, vu qu'on parle de formation digitale, même en formation digitale, ça ne vous empêche pas de faire de la mise en pratique. C'est pas parce que le contenu est sur écran que l'apprenant doit rester sur l'écran. Vous pouvez très bien proposer des activités qui doivent être faites en dehors de l'écran. Donc voilà, ne vous sentez pas limité en fait. Parce que vous éclatez dans la conception de votre formation. Ouais, et là-dessus, moi, je prends des exemples de formation sur le catalogue Else et que les formateurs, justement, mettent en place. Alors là, donc, on est sur des formations en ligne dédiées au bien-être, mais typiquement, un exemple, ça va être, donc, on a sa vidéo, on va expliquer, par exemple, des postures ou alors faire telle méditation. Et donc, du coup, l'apprenant, derrière, il va avoir suivi donc, les explications du formateur en asynchrone. Et derrière, c'est à lui de mettre en place l'exercice où ça va être, par exemple, telle méditation, tel matin à telle heure. L'objectif, c'est de le faire. Peut-être qu'il y a une demande aussi de se concentrer à ce moment-là sur un objectif, par exemple. Et du coup, derrière, il y a une consultation avec le formateur où l'idée, ça va être de débriefer et d'aller, du coup, explorer ce qui a été vécu pendant la méditation. Ça peut être effectivement même un e-book. Il y a des e-books sur lesquels on va demander, quand on est à la recherche vraiment de ce qu'on dit aujourd'hui, son why, sa raison d'être, pourquoi est-ce qu'on se lève le matin, son activité professionnelle, etc. Il y a des formateurs qui vont faire des e-books, mais on est vraiment dans l'exercice à faire, donc chez soi, tout seul, dans la réflexion. Et derrière, pareil, ils vont mettre une consultation où l'idée, c'est j'ai reçu derrière le e-book de mon apprenant avec ses réponses. Et on va du coup aller voir en fait ensemble, une fois que je l'ai consulté, ce qu'il a mis, explorer, échanger sur ses réponses pour l'aider à progresser. Justement, là, on est plus dans une démarche de coaching, mais l'aider à progresser dans sa démarche et dans le suivi personnalisé de son apprenant, quoi. C'est ça. Et ça, c'est ce qui est ultra intéressant, surtout dans le domaine du bien-être, justement. Enfin, bien-être, là, j'ai parlé plus perso que pro. C'est que le bien-être perso, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans notre vie de tous les jours. Et donc, le fait d'avoir des activités à faire en dehors de quand on est assis devant son bureau et donc de devoir faire des choses dans notre vie de tous les jours, ça nous oblige justement à être dans ce processus constant de mise en pratique et d'apprentissage aussi de ces nouvelles pratiques. Donc, c'est super intéressant. Et sur le e-book, je voulais rebondir, c'est quelque chose de très, très bien quand il y a justement, comme tu l'as dit, une consultation qui est liée, ou en tout cas que le e-book n'est pas tout seul donné comme ça à l'apprenant et que l'apprenant ne se retrouve pas seul face à ce papier, ses activités, etc. En fait, ça, c'est un gros défi avec le digital, c'est de faire en sorte que l'apprenant ne se sente pas seul. Sinon, vous risquez d'avoir beaucoup de décrochage, justement, si l'apprenant ne se sent pas accompagné, se sent totalement isolé pendant cette formation. C'est très, très important qui ne se sentent pas seuls. Alors, ça peut être fait soit en lien avec le formateur, soit il y en a beaucoup qui aiment proposer des communautés. Ça peut être quelque chose aussi de très, très intéressant. Mais essayez de faire en sorte que l'apprenant ne soit pas isolé pendant son apprentissage. Sinon, la motivation a tendance à baisser très, très rapidement. Ouais. Et d'ailleurs, on a une question de Radouane dans le chat. Alors, je vais essayer de l'afficher. Le message est un petit peu long. Je ne sais pas si ça va être... Voilà, ça va être un petit peu coupé. Mais donc, Radouane qui nous dit qu'il est professeur de ressources humaines et de communication. Et je passe directement, Radouane, à ta question à la fin du message. Merci pour ton message qui nous demande... j'ai pas mal de connaissances dans la formation digitale, mais comment devrais-je m'organiser à mettre en place un plan d'action pour se lancer justement sur la formation digitale? C'est une question très, très large et pour laquelle, il n'y a pas de réponse fixe parce que ça dépend vraiment, je ne peux pas dire que c'est au cas par cas, mais ça dépend quand même beaucoup des situations. Par contre, une première étape très importante, parce que donc, si j'ai bien compris, vous êtes aujourd'hui déjà professeur, donc je suppose que vous avez déjà des formations en présentiel. Donc, ce qui va être très important, ça va être
va y avoir plusieurs points très importants. Il va y avoir déjà une bonne analyse de comprendre si le public que vous avez aujourd'hui peut accéder facilement à des formations en distanciel, en tout cas sous format digital. Est-ce qu'ils vont avoir des contraintes particulières, etc. On revient un peu sur l'analyse dont on a pu parler en amont. Pareil, est-ce que les objectifs vont rester les mêmes? Est-ce qu'on va pouvoir les évaluer? Si oui, comment, etc. Il va falloir aussi adapter le contenu. Ça va être très, très important parce qu'on ne fait pas un copier-coller entre une formation présentielle et une formation distancielle. Il y a beaucoup de choses à adapter. Ouais. On ne peut pas faire un copier-coller. Et il va y avoir tout un accompagnement au changement. Ça, c'est primordial quand il y a un changement, justement, quand on passe de présentiel à distanciel. Il faut vraiment accompagner le changement. Alors, c'est un travail qui se fait sur du long terme. C'est pas du jour au lendemain, on amène une nouvelle modalité et puis on dit aux personnes, allez, maintenant, on utilise celle-ci. C'est pas comme ça que ça se passe. Le changement, ça se fait sur du long terme et ça se fait étape par étape. Et ça se fait auprès de tout le monde. C'est-à-dire, ça se fait auprès de l'ensemble de l'équipe pédagogique, ça se fait auprès des formateurs, ça se fait auprès des apprenants, des étudiants. Voilà, c'est un accompagnement qui prend du temps et qui se fait auprès de tout le monde. Donc voilà, si je devais vous donner quelques éléments principaux pour mettre en place en tout cas la formation digitale en partant de formation présentielle, ce serait ça. Mais bon, c'est un résumé très très succinct, on va dire. Parce qu'on pourrait en parler pendant 2 heures. Voilà, j'espère que ça donne déjà des premiers éléments, ouais. Mais c'est vrai que c'est un sujet très très large. Mais n'hésite pas à nous dire, Radouane, dans le chat si Tiffaine a répondu à ta question ou si tu as besoin de précision pour qu'on puisse échanger et aller plus loin là-dessus. Mais ouais, alors, du coup, quand tu as tous ces éléments dont on vient de parler, on parle là, tu vois, de formation digitale. Je ne sais pas, pareil, est-ce qu'il y a des personnes, peut-être, dites-le nous dans le chat, qui se demandent comment est-ce que tu choisis aussi les outils avec lesquels tu vas bosser pour créer ta formation en ligne, sachant qu'aujourd'hui, il y en a plein. Il y en a énormément. Et puis, alors j'imagine que ça va dépendre aussi du niveau de la personne qui va créer sa formation. Tu vois, est-ce que tu es à l'aise avec le digital, les outils ou moins? Mais aujourd'hui, comment est-ce que tu choisis justement parmi tous ces outils qui existent? Alors, il va y avoir plusieurs paramètres. Bon, déjà, ce que j'aime beaucoup dire, c'est le contenu et la méthode avant votre outil. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas ce que vous voulez proposer, ça ne sert à rien d'aller chercher l'outil miracle, parce que vous ne savez pas ce que vous voulez mettre dessus de toute façon. Donc, toujours d'abord se concentrer sur précisément qu'est-ce que vous voulez proposer dans votre formation. Et quand je dis précisément, c'est pas juste faire la liste des sujets et des contenus. Ça va être comment est-ce que je veux aborder ce sujet-là, quel support je veux proposer à ce moment-là, quel média je vais vouloir utiliser, est-ce que je vais prendre de la vidéo, de l'audio, est-ce que je veux mettre des formats interactifs? Si oui, sous quel format? Parce que pareil, il y a certains outils qui vont supporter ou non des formats particuliers. Donc, c'est déjà ça. Ensuite, si vous êtes, que vous soyez indépendant ou que vous ayez déjà une structure un peu plus importante, regardez peut-être les outils que vous avez déjà en interne. Déjà, il peut y en avoir certains qui ont déjà des fonctionnalités très, très intéressantes qui peuvent vous permettre de tester d'abord votre formation avant d'aller dépenser de l'argent dans des plus grosses plateformes et des plus gros outils. Donc, regardez déjà les outils que vous avez en interne et que vous connaissez. Surtout que, comme le disait Alban, ça va aussi dépendre de votre niveau d'aisance avec le digital. Donc, autant commencer avec des outils que vous connaissez et maîtrisez déjà avant de partir dans des outils très complexes aux multiples fonctionnalités. Voilà, donc si je devais résumer tout ça, la méthode et le contenu avant les outils. Carrément. Je ne sais pas si tu as... parce que là, on est vraiment dans la phase lancement, création de sa formation digitale. Je ne sais pas si tu as d'autres conseils à donner aux participants qui nous écoutent, qui nous regardent, justement dans toute cette phase peut-être de lancement avant la mise en ligne. Ou après. Je conseille. Ouais. Alors, parce que souvent, je dis ça parce que souvent, moi, des formateurs pensent, en tout cas, je fais par là des échanges que j'ai avec des formateurs, mais il y a toute cette phase avant de lancer sa formation digitale, il y a la phase de création, effectivement. Et souvent, on pense que une fois qu'on a une formation,
ça y est, c'est bon, tout est OK, on va pouvoir la publier et terminer, ciao. Et en fait, en général, c'est pas ce qui se passe, il y a aussi l'après. Oui, oui, oui. Là, je vais peut-être vous décevoir pour certains, mais le revenu passif avec une formation digitale, en tout cas quand c'est une bonne formation digitale, ça n'existe pas. Dans le sens où une fois que votre formation est publiée, vous la laissez pas vivre toute seule en ligne et ça se passe pas comme ça. On l'évoquait tout à l'heure, il y a une différence entre la formation et un cours. Avec un cours, on peut s'en rapprocher un peu plus, même si je vous recommande toujours de garder un œil dessus sur les résultats et voir comment vous pouvez le faire évoluer. Mais dans le cas d'une formation, on l'a évoqué justement, il y a toute une partie d'évaluation. Et donc, ces évaluations, il faut les suivre. Il faut suivre les évaluations, alors certes, les résultats de vos apprenants, mais aussi les résultats de votre formation. Est-ce que votre formation a l'impact désiré? Est-ce que pour votre structure, votre formation apporte les résultats que vous aviez en tête ou en tout cas que vous vouliez atteindre? Et en fait, ça va être énormément. Donc, déjà, il va y avoir toutes ces données-là à collecter, à analyser. Mais en plus de ça, vous allez évoluer. Votre savoir va évoluer, votre expertise va évoluer. Donc, forcément, vous allez sûrement vouloir faire évoluer le contenu de la formation. Sans parler de l'évolution du marché, des outils, des plateformes, etc. Peut-être que vous allez vouloir changer d'outils, de plateforme. Peut-être que vous allez vouloir proposer voilà, différentes informations, transformer certaines choses. Restez à l'écoute, en fait. Restez à l'écoute de toutes ces évolutions et surtout à l'écoute de vos apprenants, des résultats qui ressortent de la formation pour voir comment vous allez pouvoir la faire évoluer. Mais une formation, ça évolue, ça c'est certain. Ouais, carrément. Et Radouane, du coup, a répondu dans le chat et nous dit il paraît que ma question demande une large explication, mais j'ai saisi aussi votre réponse. Donc voilà, et puis Radouane qui aimerait échanger un petit peu plus avec toi. Alors, je le dis, enfin, je parle pour toi, mais tu pourras le dire aussi, Tiffaine. Mais évidemment, en dehors des lives, si vous avez des questions pour Tiffaine ou pour moi, on est évidemment disponible si vous voulez nous envoyer des messages. Je pense que LinkedIn, c'est aussi ce que tu utilises principalement, Tiffaine. Complètement. Oui, oui, sur LinkedIn, il n'y a pas de souci. Radouane, n'hésite pas d'ailleurs à m'envoyer un message. Ce sera avec grand plaisir pour en discuter et voir comment je peux peut-être t'aider. Complètement. Moi, je rebondis juste sur ce que tu disais sur l'après et sur l'évolution du format et du contenu d'une formation en ligne. Il y a aussi, moi, c'est ce que je vois, il y a aussi tester son offre. Enfin, il y a globalement dans la forme, la structure de sa formation, est-ce que son titre est accrocheur? Est-ce que sa description est claire? Est-ce qu'on a bien défini 1 à 3 objectifs pour les apprenants, à qui ça s'adresse? Et aussi, il y a la question de tarifs. C'est de se dire, bon, bah voilà, moi, je considère aujourd'hui, alors que c'est une formation qui va, entre guillemets, vivre par elle-même, du moins pour les contenus vidéo qui existent. Derrière, il y a le suivi, l'implication, la progression des apprenants, tu le disais. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va tester son offre, on va définir un prix par rapport à l'implication que ça nous demande aussi. S'il y a 1, 2, 3 consultations avec le formateur, justement dans une formation. Et ça, c'est aussi tout l'enjeu de faire évoluer son contenu et de se dire, bon, bah voilà, mon offre aujourd'hui, est-ce qu'elle marche? Et puis, est-ce que je communique assez bien sur cette offre-là, que ce soit sur les réseaux, par email? Enfin voilà, ça implique aussi tout cet aspect-là, je pense, sur faire évoluer son offre en tout cas. Complètement. Il y a aussi toute cette partie vente et marketing qui est à prendre en compte. Après, bon, je ne suis pas experte là-dedans. J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Par contre, justement, toujours dans cette question d'évolution, vu que tu as évoqué un peu le format vidéo, il peut être très très bien dans énormément de cas, mais c'est vrai que quand on veut faire évoluer sa formation et quand on a conscience que sa formation va évoluer, le format vidéo, c'est pas forcément celui qu'on va vouloir le plus utiliser parce que c'est justement celui qui va demander le plus de travail à mettre à jour. Parce que s'il y a un petit élément qu'on veut mettre à jour dans sa vidéo, ça veut dire refaire toute la vidéo. Donc, au final, un contenu vidéo, ça va aussi évoluer parce que ça fait partie du contenu. Et le jour où ça évoluera, forcément, ça demandera beaucoup de travail. Ouais, de refaire telle partie de sa formation, etc. Mais ouais. Et toujours en s'assurant que cette nouvelle partie reste en cohérence avec l'ensemble de la formation. La cohérence pédagogique de la formation est aussi très, très importante. Complètement. Écoute, Tiffaine, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter.
par rapport à la formation digitale et le sujet du jour, notre discussion? Je pense qu'on a évoqué déjà pas mal de points, pas mal de petits conseils. Euh, voilà, si vous êtes sur ce live, je suppose que c'est parce que vous croyez aussi en la puissance que peut avoir la formation digitale. Donc, voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous lancer, mais toujours en vous faisant accompagner, parce que sinon, le risque, c'est de proposer des choses qui soient pas forcément de qualité et que ça nuise à l'image de la formation digitale, qui malheureusement n'est pas toujours très positive. Et je pense que si on s'y met tous et qu'on fait tous l'effort de proposer des formations digitales de qualité, on peut tous participer à voilà, redorer cette image et faire en sorte que la puissance de la formation digitale soit au niveau qu'elle mérite. Voilà. Complètement. Et alors, n'hésitez pas en parallèle, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Peut-être qu'on peut passer au moment où moi, j'aimerais bien que tu parles un petit peu de ce que tu proposes dans la vie de tous les jours et peut-être de notre partenariat pour que justement on arrive à ce moment où tout le monde sache de quoi on parle depuis ce matin sur LinkedIn. Oui, c'est vrai. Ça fait un peu de suspense depuis un petit moment. On va lever le suspense. Alors, ce que je fais, c'est donc, j'ai pu l'évoquer, j'accompagne les indépendants et notamment les coachs et les professionnels du bien-être à créer leur formation digitale. Et pour cela, j'ai un accompagnement qui va les accompagner, le principe d'un accompagnement, vraiment de A à Z, donc de tout ce qu'on a pu évoquer, c'est-à-dire de la phase d'analyse, de bien comprendre l'environnement dans lequel va évoluer la formation, qui sont les apprenants, quels sont les objectifs, jusqu'à la mise en place d'un processus d'évaluation et d'amélioration continue de la formation. Et donc, entre-temps, on passe par toutes les étapes de choisir son contenu, le structurer, choisir les bonnes méthodes, les bons médias, les bonnes activités, construire tout ça, choisir les bons outils, le mettre en ligne, etc. Et comme Else est justement une plateforme qui s'adresse aux personnes à qui je m'adresse aussi, ça semblait évident de mettre un partenariat en place pour pouvoir voilà, faire en sorte que plus de formateurs puissent proposer des formations de qualité sur cette plateforme. Et donc, dans ce cadre-là, on a mis en place un partenariat avec Alban qui fait que tous les formateurs qui proposent des formations sur Else peuvent profiter de moins 20% sur mon accompagnement avec un code. Est-ce qu'on donne le code ou est-ce que les gens doivent le trouver? Je pense qu'on peut le donner. Je partage le lien dans le chat de la page de ton accompagnement et je te laisse le partager en live aussi. Très bien. Donc, c'est le code ELSE20 et c'est vraiment pour les personnes qui veulent mettre leur formation sur Else. Je le dis bien parce que si vous voulez pas mettre votre formation sur Else et que vous utilisez ce code-là, vous risquez d'être déçu en voyant l'accompagnement parce que dans l'accompagnement, je vais vraiment parler des médias que l'on peut trouver sur la plateforme Else, des différentes modalités proposées sur cette plateforme, etc. Donc, ce ne serait pas intéressant pour vous d'utiliser ce code si vous ne voulez pas utiliser Else. Ouais, mais merci pour ça, pour cette présentation. Et alors, ce que j'aimerais bien mettre en place à la fin de chaque live, c'est de demander à l'invité que je reçois s'il a peut-être un contenu bien-être à nous recommander. Alors, ça peut être ce que tu veux, c'est-à-dire un livre, une chaîne YouTube, un compte Instagram. Alors, évidemment, moi, je vous invite à aller suivre Tiffaine sur les réseaux. Mais est-ce que toi, tu as un contenu à nous partager aujourd'hui en bien-être? En ce moment, ce que je regarde le plus en termes de bien-être, c'est tout ce qui touche au human design, donc design humain en français. Il y a un compte qui est beaucoup dans mon fil d'actualité Instagram, c'est... Attends, je l'avais noté. Alors, c'est un compte en anglais. Je précise pour pas que vous soyez déçus, les personnes qui ne parlent pas anglais, du coup. Mais c'est annalena.fuch. Je ne sais pas si je peux l'écrire dans le chat, peut-être. Ouais, normalement, tu peux. Je ne connais pas du tout ce compte. Intéressant. Tu vois, même moi, je découvre en même temps des conseils. Je crois pas que je puisse l'écrire. Alors, si tu veux, je l'enverrai. Tu peux me l'envoyer et puis je mettrai le lien sur tous les événements. Ok, Comme ça, bon, tu vas le retrouver après le live. Ouais. je vais l'écrire juste après. Et après, qu'est-ce qui fait partie de mon bien-être au quotidien? Ça va être le chocolat glacé que je bois au moins une fois par jour. Et des mango shakes, donc des shakes à la mangue. Voilà. Ouais, alors parce que toi, c'est vrai qu'on l'a pas dit au départ,
Mais toi, Tiffaine, t'es pas en France. Oui, c'est ça. Bon, c'est pour ça, oui, l'échec à la mangue, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus difficile en France. Oui, en ce moment, je suis en Thaïlande. Donc, je vis en fait entre la France et la Thaïlande. Et en ce moment, je suis donc en Thaïlande. Donc, c'est plus facile pour les mango shakes. Ah ben, merci Pauline qui a mis le lien vers le Pauline qui profil. vient de vous partager dans le chat le lien vers le compte Instagram. Merci beaucoup, Pauline. Alors, je l'affiche, mais à l'écran, vous ne pourrez pas forcément cliquer dessus comme ça. Mais merci beaucoup, Pauline, pour le partage du lien. Génial. Eh ben, si vous n'avez pas d'autres questions, je le répète, donc évidemment, nous, on est disponible, Tiffaine ou moi, après le live, si vous voulez prendre contact avec nous. La semaine prochaine, je reçois Thibaut Bergamini, qui est donc un coach spécialisé en affirmation de soi. Donc, on parlera de cette thématique et du développement personnel. Donc, merci encore d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui à nous rejoindre pendant ce live. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Et je te remercie aussi, Tiffaine, d'avoir accepté mon invitation et d'avoir fait ce live avec moi aujourd'hui. Et ben, merci à toi et puis merci à tous pour votre écoute pendant tout ce live. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Au revoir.